Pour commencer, imaginez une situation tout à fait banale de la vie quotidienne. Vous retirez 100 $ à un distributeur automatique de votre banque près de chez vous. Le solde de votre compte passe alors à 900 $. Ensuite, vous vous dirigez vers le centre-ville et, soudain, pris de l'envie de passer la soirée dans une boîte de nuit, vous avez de nouveau besoin d'argent liquide. Au distributeur automatique de la même banque, vous essayez de retirer encore 100 $ depuis le même compte. Mais l'écran affiche que le retrait est impossible en raison d'un solde insuffisant. Intrigué, vous commencez à enquêter. Il n'y a aucune erreur. Aucun frais supplémentaire n'a été appliqué. Les deux distributeurs appartiennent bien à la même banque. En réalité, jusqu'au moment précis où vous tentez ce second retrait, il n'existait tout simplement aucune réponse claire dans le système à la question « Combien d'argent reste-t-il sur votre compte ?» Non, plus encore, il est même possible que l'acte même de tenter ce retrait ait fait partie du scénario depuis le début. Bonjour à toutes et à tous. Cela vous paraît absurde ? Dans notre monde, en effet, ce serait le cas. Mais dans le monde quantique, les choses sont différentes. Un tel phénomène n'est pas seulement possible, il est même inévitable. Car dans le monde microscopique, les propriétés des objets n'ont même pas besoin d'exister tant qu'elles ne sont pas mesurées. Et le résultat ne se détermine qu'au moment même où l'on effectue la mesure. Bienvenue sur Perduchan. Alors, commençons. Dieu ne joue pas aux dés ? Malheureusement, il les lance. Si une telle manière de concevoir le monde vous semble étrange, sachez que vous n'êtes pas le seul à le penser. Bien au contraire, un physicien extrêmement célèbre aurait très probablement été d'accord avec vous. Il s'agit d'Albert Einstein. Non, Einstein ne rejetait pas la mécanique quantique en tant que telle. Il comprenait parfaitement que la mécanique quantique fonctionnait correctement. Il voyait bien que les équations donnaient les bonnes réponses et que les expériences confirmaient effectivement ces résultats. Le problème ne résidait pas dans les formules de calcul elles-mêmes. Le problème concernait la manière d'accepter la nature de la réalité qui se cache derrière ces calculs. Einstein ne pouvait absolument pas accepter l'idée selon laquelle un objet physique ne possède pas de propriété tant qu'il n'est pas mesuré. Il pensait que la réalité devait exister indépendamment du fait que nous l'observions ou non. Un électron devrait posséder à l'avance une projection de spin bien déterminée. Une particule devrait avoir soit une position, soit une quantité de mouvement clairement définie. L'ensemble du système devrait également posséder un état précis. Même si nous ne le savons pas et ne pouvons pas le mesurer, cet état doit exister réellement. Au cours d'un débat passionné, il lança cette phrase devenue célèbre « Dieu ne joue pas aux dés ». Cette phrase est souvent interprétée de façon simpliste, comme une simple réaction contre un monde probabiliste. Pourtant, ce qu'Einstein voulait réellement exprimer était tout autre chose. Ce qu'il rejetait, ce n'était pas le hasard en lui-même, mais l'idée selon laquelle la réalité n'existe pas tant qu'elle n'est pas mesurée. En 1935, Einstein, avec Podolsky et Rosen, formula un problème qui sera plus tard appelé paradoxe EPR, d'après les initiales de leur nom. Il voulait montrer que si la mécanique quantique était correcte dans son interprétation générale, alors ce monde devait être soit incomplet, soit non local, soit d'une étrangeté radicalement contraire au bon sens. Leur conclusion était claire, la théorie quantique n'était pas une théorie finale. Sous cette théorie devaient se cacher certains paramètres supplémentaires encore inconnus. Autrement dit, il devait exister des variables cachées qui déterminent à l'avance les résultats des mesures, mais que nous ne pouvons pas encore observer. Cette idée semblait extrêmement raisonnable. Elle paraissait même presque évidente. Grâce à cette hypothèse, l'existence de la réalité, la causalité et même le bon sens pouvaient tous être préservés. Même si certains détails nous échappaient, le monde pouvait continuer d'exister comme quelque chose de véritablement réel. Et pendant longtemps, cela resta simplement une question de préférence ou d'orientation philosophique. Certains physiciens disaient « La mécanique quantique est certes étrange, mais il semble que le monde soit ainsi ». D'autres physiciens répliquaient « Non, nous n'avons simplement pas encore trouvé la bonne explication. On pensait qu'il était impossible de prouver expérimentalement qui avait raison. »
Cela changea au milieu du XXe siècle, lorsqu'un homme décida d'abandonner la question de savoir comment nous aimerions que le monde soit. À la place, il posa une question mathématique. Comment le monde pourrait-il être ? Autrement dit, si Einstein avait raison, quelle chose devrait nécessairement être vraie ? Cet homme s'appelait John Bell, le drapeau rouge de la réalité. Il déclara « Supposons qu'Einstein ait raison ». Autrement dit, les particules possèdent réellement des propriétés déterminées à l'avance. Ce ne sont pas des entités mystérieuses, mais quelque chose de concret et de réel, simplement dissimulé à nos yeux. Supposons aussi qu'aucune influence ne puisse se propager plus vite que la lumière, qu'il n'existe aucune action magique à distance et que tout fonctionne strictement de manière locale. Mais si tel est le cas, alors le monde doit nécessairement obéir à certaines limitations. Ces limitations ne dépendent ni des détails d'un dispositif expérimental, ni des préférences d'interprétation, ni même de la manière dont on décrit la mécanique quantique. Elles découlent simplement et inévitablement de l'hypothèse selon laquelle le monde est réel et local. John Bell a décrit avec précision ces limitations sous forme d'équations mathématiques. Aujourd'hui, on les appelle les inégalités de Bell. Ce nom peut sembler discret, mais pour notre monde, elles sont comparables à ces fameux drapeaux rouges pour un loup. Si elles sont violées, alors nous ne sommes plus dans la même réalité. Plus précisément, Bell a dérivé une inégalité mathématique rigoureuse qui doit nécessairement être satisfaite si les trois hypothèses suivantes sont vraies en même temps. Premièrement, le réalisme. Le résultat d'une mesure est déterminé par certains paramètres intrinsèques au système. Deuxièmement, la localité. À moins qu'un signal ne voyage plus vite que la lumière, le résultat obtenu ici ne dépend pas du choix de mesure effectué là-bas. Troisièmement, la liberté du choix de mesure. Nous pouvons réellement choisir librement ce que nous mesurons. Si le monde est construit comme Einstein l'espérait, alors les inégalités de Bell doivent nécessairement être respectées pour certains résultats expérimentaux. Toujours, en toutes circonstances. Il ne restait plus qu'une chose à faire, réaliser l'expérience. 3 options, aucune vraiment confortable. Et finalement, l'expérience fut réalisée. Et pas une seule fois seulement. Les vérifications sérieuses ont commencé dans les années 1970 et 1980 du siècle dernier. Parmi elles, les plus célèbres sont la série d'expériences menées par Alain Inspect. Depuis lors, ces expériences ont été répétées de nombreuses fois et améliorées avec une rigueur croissante. Et pour ces travaux, Alain Inspect et d'autres physiciens ont reçu le prix Nobel de physique en 2022. Les expériences elles-mêmes étaient très variées. On modifiait l'orientation des détecteurs alors que les particules étaient encore en vol. On choisissait les paramètres de mesure de façon entièrement aléatoire. Et l'on prenait le plus grand soin pour qu'aucune information n'ait physiquement le temps de voyager d'un appareil à un autre. En d'autres termes, la conception de ces expériences visait à réfuter complètement, sous tous les angles, les arguments des sceptiques qui voulaient croire à la fois Einstein et leur propre bon sens. Pourtant, le résultat fut toujours le même. Les inégalités de Bell étaient violées. Et pas seulement de manière marginale. Elles étaient violées de façon si nette que personne ne pouvait en douter. Cette violation correspondait exactement aux prédictions de la mécanique quantique. Autrement dit, Einstein s'était trompé. Mais laissons Einstein de côté. Après tout, il n'a plus à se tourmenter sur les mystères de l'univers. Ce n'est pas là le point vraiment important. Nous devons admettre le fait que nous ne comprenons que très vaguement comment le monde est réellement construit. Si l'on suit cette logique, nous sommes contraints d'abandonner le bon sens du monde auquel nous étions habitués. Voyons quelques exemples. Première possibilité, abandonner la localité. Cela signifie accepter que des objets très éloignés puissent s'influencer instantanément. Prenons un exemple simple. Si la localité était violée dans le monde macroscopique, alors si le Soleil disparaissait ou explosait, nous le saurions immédiatement. Nous ne pourrions plus profiter des 8 minutes que met la lumière pour nous parvenir du Soleil pour rester dans une heureuse ignorance. Deuxième option. Abandonner le réalisme et reconnaître que les particules ne possèdent pas de propriétés bien définies tant qu'elles ne sont pas mesurées. C'est un peu comme si une personne de 100 kg n'était pas considérée comme un surpoids tant qu'elle ne monte pas sur une balance. Peut-être que la moitié de la population de la Terre accueillerait volontiers une telle idée. Et enfin, la troisième option. Renoncer à la liberté de choix, c'est-à-dire accepter le superdéterminisme.
C'est l'idée la plus radicale et elle est très rarement soutenue. Imaginez que vous lanciez une pièce pour prendre une décision. Pour vous, le résultat semble être dû au hasard. Mais selon le superdéterminisme, non seulement le résultat pile ou face était déjà déterminé à l'avance, mais même votre décision de lancer la pièce. Et le fait même que vous ayez pensé à ce choix à cet instant précis était déjà fixé. Et tout cela, affirme cette idée, aurait été préalablement coordonné avec l'état des particules élémentaires que vous mesurerez plus tard. Dans ce cas, l'expérience se transforme en une étrange farce. Vous pouvez croire que vous testez une hypothèse et que vous choisissiez entre plusieurs méthodes de mesure. Mais en réalité, toutes ces possibilités n'étaient qu'une illusion. Le choix que vous faites n'est que celui qui a déjà été écrit dans le scénario du monde. Si les particules semblent le savoir, ce n'est pas parce qu'elles échangent des signaux, mais parce que le libre arbitre n'existe pas dès le départ et que les actions de l'expérimentateur et l'état des particules font partie d'un immense mécanisme mis en mouvement dès l'instant de la naissance de l'univers. Dans une telle vision du monde, plus rien ne peut être vérifié expérimentalement. En pratique, cela signifierait la fin de la science expérimentale. Et au-delà de ça, ce serait la fin de la science tout entière. Une réalité qui n'a pas besoin de licence des humains. Malheureusement, ces expériences ne permettent pas de déterminer avec certitude laquelle de ces options est la bonne. Tout ce que nous savons, c'est qu'au moins une de nos intuitions les plus profondes sur ce qu'est la réalité est fausse. Le monde est-il non local ? Ou bien les objets n'ont-ils aucune propriété tant qu'ils ne sont pas mesurés ? Ou encore, le concept même de libre choix n'est-il qu'une illusion ? Ou peut-être que plusieurs de ces idées, voire tout à la fois, s'effondrent simultanément et nous ne pouvons pas l'exclure. Autrement dit, les fondations du monde que nous imaginions sont peut-être complètement différentes. Nous avons toujours pensé, presque naturellement, que la réalité est un ensemble d'objets possédant déjà des propriétés et que la mesure consiste simplement à les découvrir. Nous avons aussi considéré que ce monde existe par lui-même, indépendamment de toute intervention humaine. Mais la physique quantique nous dit que cette manière de voir est bien trop grossière. Elle est peut-être pratique dans la vie quotidienne, mais elle ne suffit pas à expliquer la véritable nature du monde. Et c'est probablement la physique quantique qui a raison. Bien sûr, cela ne signifie pas que la réalité n'existe pas. La réalité existe bel et bien, et heureusement, nous ne sommes pas des unités dociles enfermées dans la matrice. Notre réalité ne se dissout pas dans le brouillard et ne vacille pas au gré de nos humeurs. Mais évidemment, la réalité n'a aucune obligation de correspondre à l'image que nous pensons qu'elle devrait avoir. Dans cette perspective, dire que nous vivons dans un monde irréel n'est pas correct. Non, le monde existe réellement. Simplement, cette réalité est bien plus profonde et bien plus éloignée de notre intuition que nous ne l'imaginions. C'est probablement la conclusion la plus importante de toute cette histoire. La mécanique quantique et le théorème de Bell ne nous retirent pas la réalité. Honnêtement, on aimerait que l'histoire s'arrête ici. Découvrir soudain que notre vision de l'univers est complètement renversée et que, loin d'être dans une matrice, nous ne sommes en réalité que des acteurs sur une scène cosmique encore plus ingénieusement mise en place, ce serait franchement difficile à accepter. Si la vidéo d'aujourd'hui vous a plu, n'hésitez pas à la soutenir et à la partager avec vos amis. Merci beaucoup de votre attention. À très bientôt. Au revoir.